Alors, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire en soutien à la Journée mondiale du Centre Cordon. C'est la troisième année consécutive qu'on organise ce webinaire. Et puis aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir deux conférencières, le docteur Catherine Fauché de l'Agence de biomédecine en France et Maude Dumont-Lagacé, qui est spécialiste en sciences cliniques à Excelterra au Canada. Alors, j'aimerais vous présenter les organisateurs et les promoteurs de l'événement. Donc, on est trois complices qui organisons cet événement-là depuis 3 ans. On a Michaela Van Morlegen qui travaille au bureau de FACT à Omaha, au Nebraska. On a le docteur Étienne Baudou de la Banque de sang cordon de Liège et Étienne aussi travaille comme partenaire avec la Société francophone de greffe de moelle et de thérapie cellulaire qui a contribué à la promotion d'événements. Et puis moi-même, Diane Fournier, chef du laboratoire de cellules souches et directeur scientifique de la Banque de sang cordon d'EMA Québec. Donc, au programme, on aura le docteur Catherine Fauché, qui est hématologue clinicienne en charge du pôle prélèvement de greffe de cellules souches hématopoïétiques à l'Agence de biomédecine, et Maude Dumont-Lagacé. Et puis, j'aimerais que Mme Fagnan, qui est notre présidente et chef de la direction à EMA Québec, puisse nous adresser quelques mots de bienvenue. Donc, Mme Fagnan, s'il vous plaît. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Alors, en cette rencontre d'un groupe de la francophonie, je vous demande d'accueillir mon accent québécois. Quoique je vous partage que je possède une double nationalité canadienne et française, cette dernière grâce à mon époux. Alors, j'en viens au point, la journée mondiale du Centre Cordon, nous le savons tous, aura lieu officiellement demain. C'est un moment chargé de sens pour les partenaires du don de vie que nous sommes. Pour une troisième année consécutive, oui, des partenaires de ce domaine d'expertise provenant de la francophonie se donnent rendez-vous pour échanger et discuter de certains enjeux liés à la transplantation des cellules souches issues du centre Cordon. Je vous dis bravo de prendre le temps, bravo d'organiser ces rencontres. Les présentations sur les progrès des travaux entourant la méthode d'expansion des cellules UM171 en transplantation de centre cordon, de même que les discussions entourant les enjeux touchant la collecte et la greffe des centres cordons dans le contexte de la pandémie actuelle sont au programme, comme le mentionnait Diane, et s'avèrent d'actualité assurément. Le webinaire qui s'amorce est aussi une initiative de notre collègue Diane Fournier, dont je salue l'engagement. Merci, Diane. L'événement est réalisé, comme mentionné par Diane, par la Banque de Centre Cordon de Liège, la Société francophone de greffe de moelle et de thérapie cellulaire et la FACT, Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy. Je veux également dire merci à vous tous, partenaires du don de vie, de la francophonie, de faire équipe dans cette magnifique mission. Je vous souhaite des échanges fructueux, un partage d'idées à la fois intéressantes et inspirantes durant ce webinaire. Je ne pourrai malheureusement pas être avec vous, mais je vais assurément visionner en différé le webinaire puis pouvoir m'alimenter de vos échanges et des deux présentations officielles attendues. Alors, je souhaite une bonne séance à tous. Je vous remercie pour tout. Au revoir. Merci beaucoup, Mme Fagnan. C'est très apprécié. Alors, j'aimerais passer maintenant la parole à mon collègue Étienne Baudou, qui va nous introduire pour des nouvelles pour Mathias Malzieu. Donc, Étienne. Merci Diane. Oui, en effet, l'année dernière, nous avions bénéficié d'un témoignage absolument magnifique de Mathias Malzieu,
qui est connu dans toute la francophonie comme musicien, chanteur, écrivain, poète, cinéaste avec des talents absolument exceptionnels. Et Mathias avait accepté de nous donner son témoignage de receveur d'une greffe de sang de cordon. Il y a environ 6 ans, Mathias avait été transplanté à l'hôpital Saint-Louis à Paris et nous avait donné un aperçu de son expérience de receveur d'une greffe de sang de cordon. Et je suis très heureux et très fier et ému à la fois de pouvoir vous transmettre aujourd'hui le petit message qu'il a bien voulu enregistrer pour nous en préambule à ce webinaire. Voilà. Diane, tu peux lancer la vidéo. On ne l'entend pas, Diane. Ce moment difficile de la crise sanitaire. Bonjour tout le monde, je suis Mathias Malzieu et je suis greffé de la moelle osseuse depuis 7 ans par sang de cordon ombilical. L'an dernier, j'ai participé au webinaire pour la première fois, c'est la 2e édition. Je vous fais juste un petit coucou pour la 3e, pour vous souhaiter bonne chance et pour insister une nouvelle fois sur le don, surtout dans ce moment difficile de la crise sanitaire qu'on traverse. Forcément, on a besoin de sang. Donc allez-y à fond, écoutez, pour rendre hommage aux patients, aux soignants, j'ai mis le t-shirt que j'avais le jour de ma greffe. Ce t-shirt Spider-Man qui m'a donné des super pouvoirs mentaux de résilience pour accepter ce cadeau extraordinaire qu'est une greffe de moelle osseuse. Et j'en profite et j'en reprofite tous les jours. Je vous embrasse tous et haut les cœurs. Donc voilà, après ce message de Mathias Malzieu, je passerai encore la parole à Étienne pour présenter la première conférencière. Oui, en effet, je souhaiterais présenter à présent notre première oratrice qui est Catherine Fauché. Catherine est médecin hématologue. Elle a été très longtemps clinicienne à l'unité de greffe de l'Institut Paoli-Calmette à Marseille, où elle a bien évidemment été très active dans le domaine clinique, mais a aussi beaucoup œuvré pour l'accréditation suivant les standards FACT et GC. Et à présent, Catherine travaille à l'agence de biomédecine à Paris, où elle est chargée du pôle stratégique de prélèvement et greffe de cellules souches hématopoïétiques. Et c'est l'agence de biomédecine qui gère également le registre France Greffe de Moelle pour les donneurs volontaires de cellules souches hématopoïétiques, mais aussi le réseau français de sang placentaire qui regroupe toutes les banques et toutes les maternités affiliées qui participent à ce programme national français du sang placentaire. Alors Catherine va vous exposer aujourd'hui les effets de la pandémie de Covid-19 sur le prélèvement et les greffes de sang placentaire en France. Voilà Catherine, c'est à toi. Merci beaucoup Étienne. Vous m'entendez Diane, Étienne? Oui. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Étienne, merci Diane et Michaela. Cette invitation que vous m'avez envoyée me fait beaucoup d'honneur et je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler effectivement des effets de cette pandémie que nous connaissons tous sur le prélèvement et la greffe de sang placentaire en France. Ce sont effectivement les données que je vais vous présenter sont effectivement des données qui sont issues du réseau français de sang placentaire, du registre France Greffe de Moelle et du registre Record. J'ai co-construit ce diaporama avec mes collègues, les docteurs Federico Garnier et Irina Ionescu, avec qui je travaille donc à la direction prélèvement et greffe de CSH à l'Agence de la biomédecine. La suivante. Donc, le réseau français de sang placentaire, comme le disait Étienne, c'est effectivement une organisation territoriale des banques et des maternités collectrices
autorisés donc, par nos autorités de santé à avoir cette activité, donc collecte de sang placentaire et banking de sang placentaire. En fait, ce réseau est piloté par l'Agence de la biomédecine, qui est une agence d'État sous la tutelle du ministère de la Santé, et reçoit de par ce fait des subventions publiques destinées à favoriser la collecte et la conservation des unités de sang placentaire. Vous les voyez sur la carte de gauche, nous avons à l'heure actuelle 5 banques qui sont figurées en carré, et les maternités qui sont associées, qui sont des ronds avec des croix de la même couleur. Au total, 5 banques et 22 maternités associées à l'heure actuelle. Que faisons-nous à l'agence avec ce réseau? Essentiellement, nous décidons d'actions stratégiques pour privilégier la qualité des unités de sang placentaire dans le stock national. Avec les banques, plutôt, nous travaillons sur le plan technique, sur le typage HLA, la richesse cellulaire des greffons. Et avec les maternités, je dois dire que nous avons la chance d'avoir un groupe de travail avec toutes les sages-femmes référentes des maternités, qui nous a permis à la fois de mettre au point un e-learning pour la formation à distance des sages-femmes qui se lancent dans l'activité, mais aussi des quiz pour la sélection des donneuses, déterminer les contre-indications au don de sang placentaire, également l'habilitation initiale, le renouvellement d'habilitation pour une sage-femme, et surtout, ce qui est très important, mutualiser les pratiques de prélèvement, bien sûr pour optimiser la qualité et la sécurité des prélèvements de sang placentaire. La suivante. Donc, je vous ai figuré sur ce graphique, en fait, l'augmentation du stock en nombre, le nombre d'unités de sang placentaire. Nous en sommes, comme vous le voyez, au 31 décembre 2019, à 37 111 unités de sang placentaire dans le stock national, donc réparties dans toutes les banques. Celles qui sont encore actives aujourd'hui et celles qui ont été actives un temps et qui sont devenues inactives aujourd'hui, mais qui stockent pour autant toujours des unités de sang placentaire. Et en fait, il y avait 3 dates que je voulais vous figurer avec les flèches que vous verrez ici. Et notamment celle de 2009, nous avons pu bénéficier d'une subvention importante de la part du plan Cancer 2, qui nous a permis de fixer un objectif que vous voyez atteint ici en 2013, d'obtenir 30 000 unités de sang placentaire dans le stock national. Vous voyez, la pente de croissance a été importante entre 2009 et 2013. Nous avons pu obtenir, grâce à cette subvention qui était importante, ce stock de 30 000 unités qui avait été déterminé pour répondre le mieux aux besoins des cliniciens qui prescrivent des unités de sang placentaire pour greffer leurs patients, comme Mathias. C'est toujours très émouvant de voir un patient qui témoigne. Eh bien, cet effort a pu être mené en peu d'années, entre 2009 et 2013, grâce à cette subvention. Et à l'époque, nous sommes allés jusqu'à 11 banques actives et 75 maternités qui collectaient des unités de sang placentaire. Ensuite, figurez avec les flèches bleues, vous avez des décisions qui ont été un peu plus techniques, qui ont été de s'adapter aussi aux prescriptions des cliniciens pour greffer des sangs placentaires. Et donc, en 2012, nous avons décidé de collecter des greffons riches, au-dessus de 140 x 10 puissance 7 cellules nucléées totales, et encore plus riche à partir de 2015, une fois que l'objectif de 30 000 unités sans placentaire avait été atteint, avec 160 10 puissance 7 cellules nucléées totales par greffon. La diapositive suivante. Donc, si nous avons fait cette photographie, c'est pour donner un petit peu l'état du stock d'unités de sang placentaire en France, tel que nous l'avions au 31 décembre 2019. Vous voyez que le stock le plus riche, qui est figuré en mauve foncé, là, supérieur à 170 puissance 7 cellules nucléées totales, représente environ un tiers du stock, avec le reste qui est constitué d'unités un peu moins riches. 60 pour le bleu clair, entre 60 et 120 pour le bleu clair, et entre 120 et 160, toujours en cellules nucléées totales, pour le bleu un peu plus foncé. Donc au total, nous avons presque 33% d'unités qui ont une richesse supérieure à 160 cellules nucléées totales, et nous avons aussi un chiffre médian de cellules CD34 dans les greffons, qui sont dans le stock français, donc de 4,3 10 puissance 6 cellules CD34+ totales. Diapositive suivante. Pour vous illustrer là encore les décisions stratégiques que nous avons mis au point au fur et à mesure avec les banques, eh bien, le typage HLA des unités de sang placentaire, conformément aux guidelines internationales, tout simplement, et le plus souvent possible en haute définition, c'est-à-dire figuré en jaune ici, allélique 4 digits sans ambiguïté, pour ce qui est du typage DRB1, alors qu'il est en moyenne définition, on va dire, pour le A et le B, puisque là encore, on a suivi
dans toutes les banques et qui ont pu stocker des unités de sang placentaire, les guidelines internationales. La suivante. Alors, qu'en est-il de la greffe de sang placentaire? Là encore, je voulais vous faire une photographie avant la pandémie. Vous avez ici figuré l'activité de greffe de CSH, donc de cellules souches hématopoïétiques de 2010 à 2019. Ce sont des données qui sont disponibles chaque année dans le rapport d'activité de l'Agence de la biomédecine, puisque nos missions sont essentiellement de favoriser les greffes de cellules souches hématopoïétiques. Et donc, si on fait un focus sur l'évolution des greffes de sang placentaire, vous voyez que la couleur vert clair qui figure le nombre de greffes de sang placentaire, donc par exemple, si je prends l'année 2014, 180 greffes de sang placentaire, diminue de manière quasi parallèle à ce qu'augmente la couleur bleu clair qui correspond aux greffes haploidentiques. Cette tendance-là est, je trouve, assez bien figurée sur ce schéma. 180 greffes de sang placentaire en 2014 et 156 greffes haploidentiques en 2014. Et nous arrivons à 2019 à 69 greffes de sang placentaire et 498 greffes haploidentiques. Ce schéma illustre, je trouve, assez bien cette tendance à la diminution du nombre de greffes de sang placentaire et à l'augmentation des greffes haploidentiques qui sont donc, comme vous le savez, ces greffes intrafamiliales avec un donneur intrafamilial qui ne partage qu'un seul haplotype avec le patient, donc une identité HLA qui n'est que sur la moitié du système HLA, contrairement à tous les dogmes de la greffe qui avaient déjà été mis en brèche, battus en brèche par la greffe de sang placentaire, puisque justement c'est l'un de ses intérêts, et qui là encore s'est développé du côté greffe haploidentique. La diapositive suivante. Cette tendance, je l'ai illustrée avec une diapo du groupe européen de greffe de moelle qui s'appelle le BMT. Cette tendance est une tendance internationale. Vous voyez la courbe orange qui est celle des greffes haploidentiques qui croise dans le sens monté la courbe des greffes de sang placentaire figurée en vert qui, elle, descend. La diapositive suivante. Et enfin, pour vous finir le panorama un petit peu du réseau français de sang placentaire, dont on est tous très très fiers, vous vous en doutez, je vous montre juste vraiment quelques diapositives sur une étude qui a été réalisée par le registre Eurocord, qui est donc hébergé à l'Agence de la biomédecine depuis 2009. C'est un registre qui a été créé par le professeur Eliane Gluckman, qui, vous le savez aussi, est à l'origine de la première greffe de sang placentaire qui a été publiée dans les années 90. Eh bien, ce registre Eurocord enregistre tout simplement les données de suivi des greffes de sang placentaire avec un réseau de banques et d'unités de greffe, donc à travers l'Europe au sens très élargi, pour pouvoir suivre tout simplement et faire des études. Et il a déjà permis de produire de nombreuses études rétrospectives, notamment sur les résultats des greffes de sang placentaire. Eh bien, cette étude, elle s'est intéressée tout simplement aux résultats des greffes avec des greffons issus du RFSP, qui ont été greffés chez des patients soit français, soit internationaux. Et donc, vous voyez que nous avons dans cette étude 1429 greffes d'unités de sang placentaire, donc non apparentées, avec un suivi disponible, qui ont donc pu être étudiées. Eh bien, ce que nous dit cette étude, c'est que les greffons de sang placentaire issus du RFSP ont été utilisés pour greffer des patients le plus souvent avec des maladies malignes, donc vous voyez 68% de leucémie aiguë, que les patients greffés étaient le plus souvent des adultes, donc dans cette période 2010-2019, avec 72% d'adultes greffés avec des unités de sang placentaire. Et donc, ce qui va un peu avec ça, c'est que dans la plupart des cas, il s'agissait de double greffe de sang placentaire, 59% dans la plupart des cas. Le recul médian était de 31,7 mois, donc une étude avec un recul très important pour pouvoir en voir donc les résultats. Je vous ai fait figurer sur la droite, mais il y a beaucoup d'autres données. Par exemple, la prise des neutrophiles, soit par nombre de cellules nucléées totales injectées sur la figure du haut, ou par nombre de cellules CD34 injectées sur la figure du bas. Vous voyez que, à l'identique de ce qui se trouve dans la littérature internationale, et c'est une espèce de contrôle de qualité ultime finalement pour la qualité des greffons dans le RFSP, eh bien ce sont les greffons les plus riches qui ont une meilleure prise des neutrophiles, que ce soit en CNT ou en CD34, et c'est statistiquement significatif. La diapositive suivante. Quel pays
C'est intéressant, pour nous, c'était intéressant de savoir quels pays ont pu prescrire, enfin bénéficier de greffons issus du RFSP. Vous voyez que dans la plupart des cas, il s'agit de pays européens, la France bien évidemment, Netherlands, UK, Espagne, Italie, mais aussi des pays non européens, et le premier d'entre eux, c'est les USA, avec 463 greffons issus du RFSP dans cette décade, qui ont été destinés à des patients américains. La suivante, s'il vous plaît. Alors, par âge, ben là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il s'agissait essentiellement d'adultes, 73% d'adultes, 27% d'enfants. Vous voyez dans le tableau de droite que le nombre de greffes diminue avec le temps. Hein. Cette tendance que vous avez vue globalement, elle se vérifie dans tous les schémas finalement que je vous présente. La suivante, s'il vous plaît. En effet, si on se place du côté du registre France Greffe de Moelle, donc là c'est des données issues du registre France Greffe de Moelle, la diminution progressive est ici très très bien figurée à partir de 2015. Si on prend par exemple ce que le registre français, donc le réseau français de sang placentaire a pu fournir à des patients étrangers qui sont ici figurés en orange, qu'on appelle les PAT inter, pour patients internationaux, 190 greffons en 2014, 156 greffons en 2015, et à partir de là, une diminution importante, puisque en 2019, on est à 73 greffons pour des patients internationaux, et alors 32 greffons pour les patients nationaux, figurés en bleu. La suivante. Dernière diapo pour illustrer cette diminution, effectivement. Le nombre de greffons en 2019 est de 105, il était de 256 en 2013, par exemple. La suivante. C'est donc dans cette, on va dire, atmosphère, comme vous l'avez vu, assez bien illustrée par diverses évaluations, que en début d'année 2020, on constatait, certes sur des chiffres qui sont assez faibles d'activité, bien une confirmation de cette tendance à la diminution des sessions d'unités de sang placentaire, puisque si vous prenez en bas du tableau, fin février 2019, 14 unités de sang placentaire avaient déjà été fournies pour des patients français ou étrangers, et seulement 9 à fin février 2020, ce qui correspond à une baisse de 35%. La suivante, s'il vous plaît. Et voilà, la pandémie est arrivée et à partir du 17 mars, en France, le premier confinement sanitaire a été mis en place, puisque nous sommes actuellement dans le deuxième confinement sanitaire, et il a duré jusqu'au 11 mai. Et que s'est-il donc passé dans le réseau français de sang placentaire à partir du 17 mars? Eh bien, je dois dire que ça a été assez brutal, mais voilà, nous l'avons figuré tel que ça s'est produit. Les maternités collectrices de sang placentaire ont totalement arrêté leur activité de prélèvement, et ce jusqu'au 17 mai, donc à peu près jusqu'à la sortie du confinement, pour une reprise progressive, d'abord dans 4 maternités, puis dans 16 maternités sur 22, lorsque nous avons arrêté les comptes, on va dire, à septembre 2020. Et dans le même temps, vous le verrez secondairement, nous avons pu, au niveau du registre France Greffe de Moelle, constater une augmentation des demandes d'unités de sang placentaire entre mars et mai 2020 par rapport à la même période à 2019. Alors pourquoi y a-t-il eu un arrêt des prélèvements dans les maternités collectrices en France? Eh bien pour plusieurs raisons. Vous voyez que le 15 mars 2020, l'autorité de santé qui est issue du Haut Conseil de la santé publique, qui était le groupe qu'on appelle SecProche pour sécurité des produits issus du corps humain, l'autorité de santé a recommandé pour tous les donneurs de cellules, d'organes et de tissus, un test systématique par PCR, SARS-CoV-2, donc pour tous les donneurs. Et donc, en France, à l'époque, l'accès au test était, on va dire, compliqué. De plus, la plupart des hôpitaux, notamment les grands CHU dans lesquels se trouvaient les maternités collectrices pour nos banques, se sont retrouvés en plan d'urgence, en plan blanc, et de nombreux personnels ont été appelés, on va dire, à d'autres activités que celles pour lesquelles ils étaient avant disponibles. Et donc, l'ensemble de ces facteurs, on va dire, ont fait qu'il y a eu vraiment un arrêt brutal des prélèvements dans les maternités. Puis le confinement s'est terminé, puis la reprise s'est poursuivie, on va dire, partiellement, avec encore un certain nombre de difficultés. La suivante, s'il vous plaît.
Vous pouvez voir donc figurer dans le panel de gauche l'arrêt brutal des prélèvements. Je pense comme on dit souvent, un bon schéma vaut mieux qu'un long discours. Là, plus de prélèvements en avril, très peu en mai. Ça reprend péniblement en juin, juillet, août, septembre. Comme vous le voyez, c'est très facile à voir. L'année 2020 est figurée en orange. Nous n'aurons très clairement pas, à la fin de l'année 2020, autant d'unités de sang placentaire enregistrées dans nos banques et donc disponibles pour les patients. Hein, c'est bien de ça dont il s'agit, des unités de sang placentaire à visée thérapeutique, que ce que nous avons pu en collecter en 2019. Par contre, sur la droite, ce sont les sessions telles qu'elles ont été enregistrées par le registre France Greffe de Moelle, donc qui facilite l'accès aux greffons non apparentés pour les patients nationaux et internationaux. Vous voyez que si vous comparez 2020, figuré en orange, à 2019, eh bien vous avez systématiquement en mars, pas forcément en avril, mais en mai, et pourquoi pas en août et en septembre, bien qu'on se soit focalisé surtout sur la période du printemps, le début de la pandémie et du confinement. Eh bien, vous avez plus d'unités de sang placentaire qui ont été cédées, donc bien évidemment pour des greffes pour des patients à la fois nationaux et internationaux, puisque si vous prenez l'activité entre mars et mai 2019, on avait cédé 26 unités de sang placentaire et entre mars et mai 2020, on était déjà à 39 unités de sang placentaire. Donc, contrairement à l'activité du côté prélèvement qui a baissé, l'activité du côté cession a augmenté. La suivante. Et lorsqu'on sépare l'activité de cession de sang placentaire en deux panels, les cessions de sang placentaire pour les patients étrangers, donc Europe et non-Europe, peu importe, et pour les patients français sur la gauche, eh bien on s'aperçoit que c'est essentiellement pour des patients français que cette augmentation a été notée, puisque à chaque fois, que ce soit en mars, pas forcément en avril, mais en mai, en juin, et même vous voyez encore en septembre, on a utilisé pour greffer des patients beaucoup plus de sang placentaire français que l'année précédente, alors que les choses étaient pas tout à fait identiques du côté des sessions à l'étranger. Je ne vous cache pas que nous avons très facilement interprété cette légère diminution des sessions à l'étranger pour être associés aux difficultés des transports. Hein. Les transports internationaux ont été quand même pas mal impactés et le sont encore, hein, avec un certain nombre de vols qui ont pu disparaître et des difficultés diverses. Les sessions à l'international, même si elles avaient un petit peu augmenté au mois de mars, ça ne s'est pas poursuivi sur les mois suivants. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Cette tendance, lors du webinaire auquel nous avons assisté au mois d'avril, qui était un webinaire conjoint entre la WMDA et le BMT, montrait que c'était aussi une tendance qui se voyait au niveau international, puisque vous voyez figurer en bleu les échanges domestiques entre guillemets de sang placentaire. Ils ont augmenté déjà pendant le début de la pandémie. La suivante. Alors, nous avons beaucoup réfléchi à ces tendances et nous nous sommes dit qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce début d'analyse, parce qu'on est encore une fois malheureusement toujours en cours de la pandémie et en cours d'un deuxième confinement en France. On a considéré que finalement nos USP nationales, nos unités de sang placentaire nationales, elles constituaient d'une certaine manière une valeur refuge. Je vous ai pris quelques exemples parce que j'ai trouvé que des exemples de greffe de patients, c'était toujours très parlant finalement pour illustrer les situations auxquelles nous avons été confrontés. Dans le cas numéro 1, nous avons une patiente qui présente une leucémie aiguë, 49 ans, avec un poids de 95 kg, donc qui n'est pas forcément toujours très favorable à la greffe de sang placentaire. Bien sûr, une greffe urgente. Et la décision initiale est de réaliser une greffe haploïdentique, mais qui n'a pas pu être faite, notamment en raison de multiples anticorps anti-HLA chez la receveuse, dirigés contre les antigènes HLA de la donneuse potentielle. Et donc là, on nous appelle très souvent pour nous dire il faut un greffon rapidement pour cette patiente. Et en quelques jours, une unité de sang placentaire nationale française, donc qui était compatible à 5/6 avec un nombre de cellules nucléées totales supérieur à 3 × 10⁻⁷, a pu être greffée. Et cette patiente qui était partie pour une greffe haplo, avec l'identification d'une unité de sang placentaire nationale qui est arrivée en quelques jours dans le centre de greffe, cette patiente a pu être greffée en mai comme prévu, alors que la donneuse initialement retenue, qui était une donneuse haploïdentique, avait été récusée. Et ça, bien évidemment, en plein dans la pandémie, puisque la greffe était réalisée au mois de mai.
Dans le cas numéro 2, c'était encore un patient avec une leucémie aiguë, 42 ans, bien sûr toujours une greffe urgente. Et ce patient-là avait en tout et pour tout, sur tous les registres, un seul donneur 10/10 identique qui a été validé. Il avait, ce patient, de multiples anticorps anti-HLA aussi. Et donc, il a été décidé par le centre greffeur, et à cause de la pandémie notamment, qu'il fallait absolument qu'on ait un backup de greffe et un backup sérieux pour ce patient. Et donc, 2 unités 200 placentaires du stock français ont été identifiées en quelques jours, réservées pour ce patient, qui heureusement a pu recevoir donc, le 4 juin, donc à peine à la sortie du confinement, sa greffe avec ce donneur 10/10. Mais si un événement était intervenu dans cette greffe urgente, eh bien, il aurait pu recevoir une double greffe de 100 placentaires avec 2 unités qui étaient réservées pour lui. Enfin, dans le cas 3, une greffe urgente, encore un patient toujours avec une leucémie aiguë, 45 ans, qui avait un typage complexe, pas de fratrie, aucun donneur ni apparenté ni non apparenté. Et là, on nous signale là encore une greffe urgente. Eh bien, entre l'espace du 22 juin et le 4 juillet, 2 unités de 100 placentaires du stock français, donc issues des banques françaises, ont pu être identifiées et le patient a pu être greffé dans le timing qui avait été retenu par l'équipe de greffe, grâce à des unités qui sont à la fois identifiées rapidement, comme vous le savez, et comme elles étaient déjà sur le territoire, elles ont été transportées. Là encore, on était dans la pandémie, on était dans le confinement avec de nombreux transports qui ont été impactés, on va dire. Ces unités ont pu être transportées rapidement sur le territoire vers les unités où se trouvaient les patients. Voilà. La suivante, s'il vous plaît. Alors, bien sûr, il est très difficile d'aller très au-delà de ces constatations, mais ce qu'on peut dire à ce stade où nous en sommes, c'est qu'en France, là, malgré un arrêt de l'activité de prélèvement de sang placentaire au printemps, les maternités se sont remobilisées pour reprendre l'activité parce que l'activité de sang placentaire reste intéressante, et je dirais que cette notion de valeur refuge, parce que je n'ai pas trouvé d'autre expression pour le dire, mais se précise. Et donc, le personnel dédié, et notamment, il faut là, ici, toujours saluer le travail des sages-femmes référentes, est très, très important, parce que c'est grâce à elles, on va dire, les sages-femmes référentes dans les maternités, que malgré des difficultés qui persistent encore, l'activité a pu être reprise. Le lien avec les banques a été recréé après une période d'interruption. On a été inquiets, je dois dire, mais ça a pu repartir. Même si la collecte de cette année sera sûrement en quantité moindre que l'année dernière. Et on a quand même constaté, et on le dit, et on en parle avec nos groupes d'experts, l'augmentation de la demande nationale de greffons d'unités de sang placentaire est réelle. Et si je dois vous donner des verbatims d'unités de greffe, ça serait, mais moi, je veux absolument avoir un greffon de sang placentaire en backup parce que moi, je suis sûre. J'ai décidé de faire une greffe de sang placentaire parce que c'est beaucoup plus sûr. Sinon, j'ai un donneur australien, je ne sais pas comment ça va se passer. Enfin bon, c'est un peu ça quoi, hein, qu'on a entendu. Et voilà, le sang placentaire était là aussi pour répondre à ces demandes. Donc la sécurité, la rapidité, ça, on le sait tous, on en a l'expérience. La richesse cellulaire et le HLA, bien sûr, étant toujours prioritaires. Voilà. Donc, on est passé d'une période où on constate une baisse importante. Je vous ai montré plein de diapos qui montraient cette baisse jusqu'en 2019. Et là, on constate une période où la demande de sang placentaire réaugmente. Est-ce que c'est stable? Est-ce que ça va rediminuer? Est-ce que ça va rester à la hausse? C'est ça qu'il faut qu'on surveille dans les mois qui viennent, et c'est pour ça que je vous dis que ça paraîtrait aujourd'hui assez difficile de tirer des conclusions définitives, mais en tous les cas, pour les banques et les maternités, c'est important pour nous de dire on continue parce qu'on en a besoin, on le sait, on le voit. La suivante. Et pour le futur, je n'ai pas pu résister à vous montrer le burger de l'immunothérapie. Je pense qu'on est tous conscients aujourd'hui que la greffe de sang placentaire déjà permet de greffer beaucoup de patients et dans des indications de maladies malignes, mais aussi de maladies non malignes. Mais on se rend compte avec le développement de l'immunothérapie, du cancer et même des maladies non cancéreuses qu'il y a plein de cellules d'intérêt dans le sang placentaire. Par exemple, dans ce burger-là, il y a la mayonnaise, c'est les cellules mésenchymateuses, mais il y a aussi les Treg, les NK, les lymphocytes qu'on peut dériver pour les transformer en lymphocytes antiviraux, les cellules CD19
spécifiques, les cellules, et on en aura un exemple dans le topo de juste après, justement, l'expansion de ces fameuses cellules de sang placentaire. Enfin bref, tout un tas d'utilisations pour les cellules souches hématopoïétiques et des sous-populations cellulaires dans le sang placentaire. Donc on était, nous, déjà convaincus, on l'est toujours, vous en doutez. La suivante. La seule chose, c'est que nous, en France, la suivante, on aurait quand même plutôt choisi un millefeuille. La suivante. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis pour une bouffée d'air et d'oxygène, je vous ai mis une merveilleuse photo de ma merveilleuse ville, Marseille, les Calanques de Marseille. Et puisqu'on parlait d'accent tout à l'heure, je pense que vous avez tous bien reconnu l'accent de Marseille. Merci beaucoup, Dr. Fauché, pour votre excellente présentation. En fait, on va demander aux participants de taper leurs questions dans le chat box de l'application Zoom et puis on y répondra à la toute fin, donc après la seconde présentation, si vous voulez bien. Donc, la deuxième conférencière aujourd'hui, c'est Dr. Maude Dumont-Lagacé. Maude a obtenu son doctorat en 2018 dans le domaine de la biologie moléculaire avec une spécialisation en immunobiologie à l'Université de Montréal. Et puis, présentement, Maude travaille comme chercheur clinique, spécialiste en sciences cliniques pour la compagnie Excelterra à Montréal, au Canada. Merci, Diane. Donc, vous m'entendez? Oui, très bien. Parfait, merci. Donc, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce webinaire donné en l'honneur de la Journée mondiale de sang de cordon pour me donner l'occasion de présenter un peu notre approche ici à Excelterra. Donc, comme mentionné par Dr. Fauché tout à l'heure, notre approche, en fait, consiste à la multiplication des cellules souches de sang de cordon grâce à une petite molécule appelée UM171 qui a été découverte à l'Université de Montréal par les équipes du Dr. Guy Sauvageau et Dr. Anne Marinier. La suivante. Donc, tout d'abord, je voulais seulement vous introduire un petit peu le concept de transplantation de cellules souches qu'on appelle hématopoïétique, qui est un grand mot pour dire, en gros, que c'est des cellules du sang. Donc, la transplantation de cellules souches hématopoïétiques consiste à remplacer le système sanguin d'un patient par celui d'un donneur compatible. Puis, ça va être utilisé dans les situations où il y a un problème grave au système sanguin, comme par exemple dans un cas de cancer du sang ou par exemple dans un cas d'un défaut génétique des cellules sanguines qui provoque une pathologie sévère, comme par exemple l'anémie falciforme. La suivante. Et là, en fait, la question, c'est, la question que vous avez peut-être, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de cellules souches spécifiquement lorsqu'on parle de greffe de cellules souches hématopoïétiques? En fait, la raison, c'est que les cellules souches sont responsables de la régénération tissulaire à travers tous les tissus dans le corps. Dans le cas des cellules souches du sang, on parle vraiment de remplacement des globules rouges, des plaquettes et des globules blancs, qui sont en fait la base du système immunitaire chez chacun d'entre nous, en fait. Et donc, les cellules souches du sang sont responsables de remplacer au fur et à mesure chacune de ces cellules-là qui sont perdues par usage normal du tissu. Et donc, les cellules souches permettent le remplacement de tous les types cellulaires sanguins, donc de pouvoir remplacer la fonction complète des cellules sanguines pour un patient qui a besoin d'avoir ce type d'intervention-là, et ce, de manière prolongée à long terme. Donc, on veut pas que ce soit un traitement seulement temporaire, on veut que ça dure tout le long de la vie de l'individu, et c'est pour ça qu'il faut aller chercher les cellules souches. La suivante. Donc, en fait, on peut trouver les cellules souches hématopoïétiques, on peut aller les récolter de trois façons suivantes. On peut soit partir d'un donneur adulte et là aller chercher les cellules souches là où elles se situent, c'est-à-dire dans la moelle osseuse, ou donner un traitement au donneur qui permet en fait de faire quitter les cellules souches sanguines de la moelle osseuse vers ce qu'on appelle le sang périphérique, qui est principalement les vaisseaux sanguins. Et ensuite, on peut faire ce qu'on appelle une aphérèse pour aller extraire du sang périphérique les cellules souches spécifiquement du donneur. À l'opposé des donneurs adultes, on a ce qu'on appelle le sang de cordon ou le sang placentaire, qui est en fait récolté du sang de cordon ombilical d'un bébé à sa naissance. La question qui vient ensuite, c'est quelle est la différence? Diane, tu peux changer de
diapositive. Quelle est la différence entre ces donneurs-là? Donc, souvent, on va mettre les donneurs adultes ensemble puisque le type de cellules qu'ils contiennent sont plutôt similaires comparativement aux cellules de sang de cordon qui sont plus immatures parce qu'on parle de cellules d'un bébé. Donc, une des choses qui a été très bien illustrée par la présentation de Dr. Fauché, c'est que le temps requis pour identifier un donneur et avoir accès à une greffe est beaucoup plus court avec le sang de cordon. Donc, le sang de cordon, en fait, c'est un greffon qui est prélevé d'avance, cryopréservé et stocké. Et donc, il est possible d'y avoir accès en quelques jours seulement. À l'opposé, lorsqu'on doit aller vers un donneur adulte, il y a beaucoup d'étapes préliminaires à la collecte du greffon, dont, par exemple, l'identification de potentielles infections qui seraient soit latentes ou dormantes ou très peu symptomatiques chez le donneur, mais qui, lorsque données à un receveur qui vient de recevoir une chimiothérapie importante pour éliminer son cancer, par exemple, ou puis en fait, qui reçoit cette chimiothérapie-là qui fait partie d'un régime de conditionnement permettant à la greffe de prendre. Le patient est immunodéprimé, il ne doit pas recevoir un greffon qui contient des virus actifs, par exemple, parce que là, ça devient vraiment un danger pour lui. Et donc, toutes ces étapes-là de coordination entre le donneur, le receveur, identifier si le match est compatible, s'assurer que les équipes cliniques sont disponibles et tout pour assurer le meilleur suivi possible. Ça fait en sorte que c'est très long avant de pouvoir identifier le donneur et collecter la greffe pour le receveur. Donc ça, c'est un des avantages qui a été clairement démontré par Dr. Fauché et par la pandémie, où ça devenait très compliqué d'avoir accès à un donneur, donc le sang de cordon devenait un peu la solution déjà prête. Deux autres avantages du sang de cordon au niveau des résultats cliniques, c'est qu'on observe une fréquence beaucoup plus faible de maladies du greffon contre l'hôte chronique. Donc, lorsqu'on fait une greffe de cellules souches, il peut y avoir des complications qu'on appelle allo-immunes, où le greffon peut se mettre à réagir contre le receveur. C'est ce qu'on appelle la maladie du greffon contre l'hôte, et ça a plein de complications, ça peut affecter différents organes, et ça vient directement affecter la qualité de vie et les chances de survie du patient. Et donc ça, ces complications-là sont plus basses en fait avec le sang de cordon, dû à la nature plus immature des cellules de sang de cordon. Aussi, il semble y avoir un avantage avec le sang de cordon par rapport à la rechute, au taux de rechute qui se produit suite à la transplantation. Il y a différentes hypothèses pour expliquer cette observation, mais c'est une des propriétés, un des avantages que le sang de cordon présente. Suivante, Diane. Cependant, il y a des avantages importants associés au sang de cordon. Ils se résument en trois facteurs principaux. Le premier, c'est que parce que les sangs de cordon sont plus petits, il peut y avoir un plus grand risque en fait de prise du greffon retardé ou même d'échec de prise du greffon, donc de rejet de greffe. Ce retard de prise du greffon entraîne différentes complications, dont une reconstitution du système immunitaire suite à la greffe plus lente qui s'accompagne d'infections plus sévères. Donc, c'est plus difficile de contrôler les infections et ce qui peut mener ultimement à une mortalité reliée à la transplantation plus élevée. Suivante. Merci. Donc, comme je vous disais, ces complications-là sont associées avec le fait que les unités de sang de cordon contiennent moins de cellules que ce qu'on va trouver dans un greffon adulte, soit de la moelle osseuse ou de sang périphérique. On parle environ de 10 fois moins de cellules que ce qu'on va voir avec des donneurs adultes. Et donc, c'est vraiment ce petit nombre de cellules souches-là qui est contenu dans les sangs de cordon qui semble être responsable pour les désavantages associés à la transplantation. Et c'est très bien illustré aussi par des données que Dr. Fauché a montrées tout à l'heure, où le nombre de cellules CD34, qui est en fait les cellules souches, affecte en fait le temps que ça prend avant que le greffon, en fait, qu'on observe la prise du greffon par les neutrophiles. Suivant.
Donc, c'est là que la molécule UM171 amène une solution très intéressante. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre une unité de sang de cordon, on vient isoler les cellules souches CD34 positives, on les sépare en fait des cellules plus matures CD34 négatives, et les cellules souches, en fait, on les met en culture pendant 7 jours en présence de UM171 ainsi que certains facteurs de croissance. Donc, on fait une culture c'est ça, de 7 jours qui est dans un petit volume. À la fin de la culture, on a des cellules souches multipliées en beaucoup plus grand nombre que ce qu'on avait à la base. On enlève les réactifs de culture, donc on enlève la molécule UM171, on enlève les facteurs de croissance, et en fait, on garde les cellules qui vont constituer une moitié de la greffe. Donc, le greffon qu'on infuse, c'est à la fois les cellules souches multipliées, à la fois les cellules matures qui contiennent les cellules T, par exemple, qui sont essentielles pour la prise du greffon et la reconstitution immune dans la première période après la transplantation suivante. Et donc, la culture avec UM171 amène plusieurs avantages. Un des premiers, c'est qu'on peut aller utiliser des sangs de cordon beaucoup plus petits que ce qu'on pourrait utiliser à la base. Donc, ce que vous voyez dans le graphique de gauche, c'est la proportion des unités de sang de cordon qui sont disponibles lorsqu'on ne fait pas d'expansion avec l'UM171 pour un adulte de poids moyen, donc de 70 kg. Vous voyez qu'on a accès à seulement 5% de la banque de sang de cordon pour trouver un donneur compatible pour le patient en question. À l'opposé, lorsqu'on utilise les critères de nombre de cellules minimales avec l'amplification UM171, on a accès à peu près 10 fois plus de donneurs, donc 47% de la banque de sang de cordon. Cela nous permet à la fois de donner accès à la greffe à plus de patients, mais aussi de trouver des meilleurs matchs HLA, donc des donneurs avec une meilleure compatibilité HLA pour nos patients. Suivant. Et donc, comme je mentionne, on prend les unités de sang de cordon et ce qu'on voit à gauche, c'est le nombre de cellules souches CD34 positives avant et après l'expansion. Donc, on a une expansion d'en moyenne 28 fois. On augmente 28 fois la dose de cellules souches qui est donnée et cela se traduit directement en une prise du greffon qui est plus rapide. Donc, on atteint les 100 neutrophiles plus rapidement que ce qu'on voit, par exemple, avec du sang de cordon non manipulé ou du sang périphérique ou de la moelle osseuse. Suivant. Cela se traduit aussi en moins de complications. Donc, ce qu'on a observé, c'est que nos patients faisaient moins de fièvre que ce qu'on observe habituellement. Donc, vous voyez, dans la cohorte UM171, qui est en bleu ici, il y a même plusieurs patients qui n'ont juste pas du tout fait de fièvre suite à la transplantation, ce qui est très avantageux. Aussi, comme on mentionnait, grâce au sang de cordon, les complications allo-immunes sont beaucoup plus rares et donc, ça nous permet de faire un retrait des immunosuppresseurs beaucoup plus rapidement. Ça se traduit aussi par une meilleure qualité de vie pour les patients puisque les immunosuppresseurs, en fait, les rendent très fragiles à toutes sortes d'infections, un rhume, la grippe, etc. Donc, ils doivent être beaucoup plus prudents. Un peu comme nous, on est en train de faire avec le confinement. Eux, ben, après la greffe, c'est ce qu'il faut qu'ils fassent aussi. C'est beaucoup plus prudent par rapport aux infections. Et donc, à 6 mois, on avait 50% de nos patients qui avaient arrêté de prendre des immunosuppresseurs, alors que lorsqu'on regarde pour une greffe de moelle osseuse ou de sang périphérique, ça va prendre beaucoup plus de temps avant qu'on atteigne les 50%. Ce qu'on a observé aussi dans une étude qui a été publiée, qu'on a publiée cet automne, c'est que la reconstitution immune des patients qui ont reçu une greffe UM171 était en fait très efficace et très rapide. Et donc, par exemple, quand on regarde les infections bactériennes, le graphique de gauche, ce qu'on va voir, c'est que les patients UM171, en bleu, vont montrer en moyenne un nombre d'infections bactériennes beaucoup plus bas que ce qu'on va voir avec une greffe de sang de cordon non manipulée. On parle à peu près 50% moins. Et principalement dans la période, vraiment dans le premier mois après la transplantation, qui est le mois où les patients sont les plus fragiles. Mais aussi, ce qu'on va voir avec les infections virales, c'est que de 6 à 12 mois, le nombre d'infections virales sévères va être plus bas dans nos patients, qu'on peut voir sur le graphique de droite, la ligne foncée bleue.
Donc, cela, ça nous a montré en fait vraiment que l'expansion par UM171 semblait être très avantageuse pour la qualité de vie des patients et ultimement pour leur chance de survie. Suivante. Donc, globalement, ce qu'on peut voir, si on regarde les grandes métriques qui sont utilisées pour déterminer le succès des greffes, c'est que les greffons UM171 semblent être vraiment avantageux, se comparent favorablement aux autres greffes de cellules souches. Donc, lorsqu'on regarde la mortalité reliée au traitement ou à la transplantation, on a eu très peu de patients, en fait, qui sont décédés suite à la greffe. Donc, seulement 5% comparativement à 15 à 25% avec la moelle osseuse, 15 à 30% avec le sang périphérique et 25 à 35% avec le sang de cordon non manipulé. Au niveau des nombres de rechutes, on a seulement 23% des patients qui ont subi une rechute, ce qui est similaire à ce qu'on voit avec le sang de cordon non manipulé. Donc, on a préservé l'avantage des sangs de cordon quant à l'effet anti-leucémie. Enfin, dans le premier essai clinique de Dr. Cohen, on n'a observé aucun patient qui ont eu de la maladie du greffon contre l'autre chronique de grade modéré à sévère. Donc ça, c'est excellent. Ça veut dire que nos patients se portent très bien et ont une très bonne qualité de vie, ce qui peut se traduire en un retour à la vie normale pour ces patients. Donc, on peut aller à la prochaine slide. Merci. Donc, lorsqu'on regarde ce qu'on appelle le GRFS ou le CRFS, qui est en fait une métrique qui combine plusieurs aspects de la greffe, donc c'est la survie sans GVH et sans rechute. Ce qu'on voit, c'est que nos résultats semblent être beaucoup plus avantageux que ce qu'on verrait en greffe normale. Donc, nos patients, on a beaucoup de patients qui sont encore en vie, qui n'ont pas eu de GVH aigu de grade 3 ou 4, ni de GVH chronique modéré ou sévère, après 12, 24 mois et 36 mois. Prochaine slide. Donc, en résumé, ce que nos résultats montrent, c'est que les greffons UM171 permettent une prise du greffon qui est prompte, ce qui amène moins de complications, donc pas beaucoup de fièvre, très peu de GVH chronique, une reconstitution immune rapide et efficace, ce qui amène au global d'excellents résultats cliniques. Donc, bien sûr, je dois mentionner qu'on a actuellement à peu près 55 patients qui ont été greffés, donc c'est encore des nombres qui sont très petits. On est encore en essai clinique de phase 2, mais ces résultats sont très encourageants et les greffons UM171 ont été utilisés dans plusieurs indications, dont des leucémies aiguës, des syndromes myélodysplasiques, des myélomes multiples et aussi un cas d'anémie, d'aplasie anémique sévère, d'anémie aplasique sévère, qui en fait, le patient n'avait pas accès à aucun donneur et donc a été greffé avec une greffe UM171 de manière compassionnelle. Donc, vous pouvez voir les résultats de ces études-là dans un papier publié en début d'année dans The Lancet Hematology par le Dr. Sandra Cohen. Il y a aussi les résultats de reconstitution immune qui ont été publiés cet automne dans la revue Biology of Blood and Marrow Transplantation, BBMT, et le case report par Dr. Jean Roy dans le European Journal of Hematology. Donc, voilà, moi, je serai très heureuse de répondre à vos questions dans la période Q&A et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Maude, pour cette excellente présentation. Je vous encourage encore une fois à poser vos questions dans le chat box. Il y en a déjà. Il y a des questions qui sont relatives à la collecte de sang de cordon. Il y a quelqu'un qui demande, c'est pour le docteur Fauché, avec quelle méthode vous recertifiez-vous annuellement la compétence des préleveurs, donc des sages-femmes qui sont impliquées dans la collecte d'unités de sang placentaire? Alors, effectivement, c'est une question importante parce qu'il y a pas mal de turnover dans les maternités, donc il faut pouvoir effectivement certifier, recertifier. En fait, chaque maternité, pour nous, est représentée par une sage-femme référente. Donc, cette sage-femme référente a un poste qui est dédié
à temps partiel, mais souvent à temps plein, à l'activité de sélection des donneuses et collecte de sang placentaire, et donc formation des sages-femmes qui vont faire la collecte en salle de travail ou au bloc. Cette on va dire, formation des sages-femmes, elle est donc assurée, on va dire, pour le côté technique par les sages-femmes référentes, qui ont donc une espèce d'évaluation annuelle on va dire, des compétences des sages-femmes qui participent à la collecte. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Agence de la biomédecine, avec le groupe de travail des sages-femmes référentes, a mis au point un e-learning. Et donc, cet e-learning assure la formation théorique des sages-femmes, celles qui sont nouvelles ou celles qui se reforment après une période d'arrêt, par exemple. Et donc, on couvre, si vous voulez, avec l'e-learning d'un côté pour le théorique et avec les sages-femmes référentes sur site pour le côté pratique, le renouvellement des compétences des sages-femmes qui participent à la collecte. Donc, il y a une partie théorique, une partie pratique qui sont toutes issues des travaux en fait, du réseau français de sang placentaire avec le groupe des sages-femmes référentes, donc les professionnels qui sont au contact des donneuses au quotidien, quoi, hein, pour la sélection, etc., puis pour les gestes techniques du prélèvement. C'est une recertification annuelle, on va dire, qui est en fait dans chaque maternité selon les modalités prévues par la sage-femme référente en lien avec la banque qui reçoit les unités de sang placentaire, mais en tous les cas, c'est sous la responsabilité des sages-femmes référentes. Parfait, merci. Est-ce que comme ça, vous pouvez nous donner une idée du nombre de sages-femmes qui sont impliquées dans la collecte? Alors, dans la collecte, on a, nous, nos référentes, on a 22 maternités, donc on a quelque chose comme 22 sages-femmes référentes. Après, sur site, c'est très différent selon les types de maternités. Elles peuvent avoir plusieurs sages-femmes qui sont impliquées dans la collecte, ou toutes les sages-femmes qui sont impliquées dans la collecte, ou alors seulement certaines selon la taille de la maternité. En gros, dans les plus grosses maternités qui sont associées aux banques, les sages-femmes référentes font en sorte d'avoir un maximum de leurs collègues qui sont formés à la collecte de sang placentaire pour ne pas perdre un greffon. Par exemple, une maman qui arrive et qui accouche un jour férié, si elle tombe sur une sage-femme qui est formée à la collecte de sang placentaire, ou si la sage-femme référente peut venir pour justement faire la collecte, c'est comme ça qu'on arrive à avoir un maximum d'unités qui sont collectées. Donc, c'est des organisations qui peuvent être différentes selon les maternités. D'accord, merci. Je pense que ça va être intéressant de pouvoir poursuivre la discussion avec vous. J'ai une question. J'ai une question pour Maude. En fait, ça prend 7 jours pour expansionner, multiplier les cellules souches du sang de cordon avec la molécule UM171. Ça engendre quand même un délai par rapport à l'approvisionnement avec un sang de cordon non manipulé. Est-ce que vous avez un plan pour pouvoir réduire un peu ce délai-là? Oui. Parce qu'il faut dire que les registres sont très bons maintenant. Ils ont vraiment beaucoup amélioré les délais pour l'approvisionnement avec des cellules souches de donneurs. Donc, j'aimerais t'entendre à ce sujet-là, s'il te plaît. Merci, Diane. Oui, en fait, c'est un des projets qu'on a à l'intérieur de la compagnie. En gros, oui, effectivement, le fait de devoir faire une expansion de 7 jours fait en sorte qu'on augmente beaucoup le temps que ça prend avant d'avoir le greffon prêt. Donc, oui, on a 2-3 jours de shipping de la banque de sang de cordon au site de fabrication de notre greffon. On doit aussi faire des tests associés avec notre expansion pour s'assurer de la qualité, en fait, de notre produit avant de pouvoir l'envoyer au site clinique qui ensuite va faire le... Donc oui, il y a beaucoup de délais qui sont associés. Cependant, un des projets qu'on est en train de mettre en place, c'est d'établir, en fait, une banque de donneurs basée sur une analyse approfondie des profils HLA qui va nous permettre, en fait, de fournir un donneur compatible à une grande quantité, une grande proportion de la population. On ne pourra pas aller couvrir tout le monde, ça c'est évident, mais une grande proportion de la population qui pourrait avoir accès à des greffons pré-amplifiés avec l'UM171 de manière très rapide, en fait, pour aller, comme les sangs de cordon actuellement,
fournir un greffon en dedans de quelques jours aux patients. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'établir à l'intérieur d'Etc et avec différents partenaires, dont Emma Québec. Donc, nos analyses HLA, en fait, suggèrent fortement que ça va être quelque chose qui va être possible avec des nombres d'unités relativement bas. Donc, oui, c'est effectivement quelque chose qu'on est en train de mettre en place et on pourra en parler probablement davantage l'année prochaine. Donc, c'est un projet très intéressant. Parfait, merci beaucoup. J'enchaîne avec une question de Dr. René Bazin d'Innovation à Emma Québec. Elle dit que les résultats sont vraiment favorables, Maude, obtenus avec le centre Cordon, mais est-ce qu'on les attribue essentiellement à l'augmentation du nombre de cellules souches? En fait, il y a plusieurs aspects associés avec l'expansion du M171 qui sont actuellement en train d'être étudiés. Fait que oui, on a une augmentation des cellules souches d'à peu près 28 fois, puis même que nos dernières expansions ont donné un peu plus d'amplification que ce qu'on avait vu au début. On est plus dans les 50 fois que dans les 28 fois. Ce qui, on est convaincu, a un impact très favorable par rapport à la prise du greffon, par rapport à plusieurs choses. Cependant, il y a plusieurs facteurs aussi qui viennent jouer. On voit aussi en culture une amplification des cellules, qui présentent un phénotype de cellules mastoïdes, des mastocytes. Donc, on a une bonne quantité de ces cellules-là qui sont injectées aussi avec nos cellules amplifiées et de cellules dendritiques, en fait, des progéniteurs de cellules dendritiques. On croit que ces deux types cellulaires, en fait, pourraient jouer un rôle dans l'élimination de la tumeur, entre autres par l'effet de présentation d'antigènes des cellules dendritiques, et aussi de diminution des complications à l'auto-immune au niveau de la GVH grâce aux cellules mastocytaires. Donc, il a été montré en littérature préclinique, donc dans des modèles de souris, que ces cellules mastocytaires-là peuvent en fait favoriser, et les cellules dendritiques aussi, peuvent favoriser la régénération de l'épithélium intestinal qui est affecté par la radiothérapie qui fait partie du régime de conditionnement pour en fait diminuer la translocation bactérienne qui pourrait se passer de l'intestin au système sanguin. Donc c'est une des hypothèses qu'on a par rapport à l'effet de la greffe PM171 pour expliquer les résultats qu'on observe avec nos greffons. Cependant, ça reste encore au stade d'hypothèse. On est en train de faire les recherches pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. L'autre aspect qui est très important, excuse-moi Diane, très rapidement. Oui, l'autre aspect qui est très important, qui a été discuté dans l'article que j'ai publié cet automne sur la reconstitution immune de nos patients, c'est le potentiel lymphoïde, en fait, de nos greffons. Donc, les greffons, les cellules souches amplifiées avec l'UM171 présentent un potentiel lymphocytaire plus élevé que ce qu'on voit dans un greffon non manipulé. Et on pense que ça pourrait expliquer la reconstitution immune rapide des cellules T qu'on voit chez nos patients. Donc, je vous invite à aller regarder mon article dans le BBMT qui a été publié dernièrement. En fait, il est en pré-publication en ce moment, qui explique très bien, en fait, ce phénomène. Parfait, on va y aller, c'est sûr. Il y a des questions relatives, c'est plus pour le docteur Fauché, relatives à la diversité ethnique dans la banque, dans l'inventaire du réseau français. Est-ce que vous avez une stratégie pour diversifier justement la provenance, la composition en fait de votre inventaire? Alors, vous le savez peut-être ou pas, mais les statistiques ethniques en France, elles sont interdites. Donc, on n'a pas du tout de statistiques ethniques, ni sur notre réseau français de sang placentaire, ni d'ailleurs sur les donneurs du fichier France Greffe de Moelle. Cependant, ce qu'on peut observer et qu'on fait très régulièrement, c'est l'apparition de nouveaux phénotypes en fait et de nouveaux haplotypes HLA du côté des donneurs d'ailleurs et du côté des sangs placentaires. À l'époque où on a augmenté de manière très importante, je ne sais pas si vous vous souvenez, la courbe au début dans une de mes premières diapositives, et qu'on avait jusqu'à 75 maternités, on a pu ainsi étudier l'apparition de nouveaux haplotypes et de nouveaux phénotypes. Et on a conservé en fait les maternités qui apportaient le plus
de nouveaux phénotypes au stock global d'unités de sang placentaire, de façon à avoir un afflux permanent de nouveaux phénotypes dans le stock des unités de sang placentaire. Et donc, à l'heure actuelle, on peut dire que avec l'organisation qui a maintenant plus de 10 ans finalement, depuis vraiment le moment où on a augmenté beaucoup le stock d'unités de sang placentaire, on a maintenant identifié dans nos maternités collectrices, et c'est pour ça qu'elles sont tellement précieuses, des maternités qui apportent, de par leur recrutement, des mamans, des donneuses, qui sont d'origine extrêmement diverses, et donc de nouveaux phénotypes à flux continu, je dirais, dans le stock. C'est comme ça qu'on a approché cette question, puisque donc il n'y a pas de statistiques ethniques. Et de toute façon, la France a une histoire de migration dans son historique, tout simplement, en étant située à l'extrémité de la péninsule du continent européen. Le simple fait de prélever des mamans françaises, ça augmente la diversité, quoi qu'il en soit, oui. parce que justement, on touche des publics extrêmement variés qui viennent de tous horizons. En fait. C'est bon, merci beaucoup. Il y a Étienne, Dr Baudou, qui voudrait poser une question. Oui, c'était une question pour Catherine. En fait, on a déjà répondu partiellement. Ce que je voulais juste peut-être qu'on essaye de définir rapidement, c'est une fois que la crise du Covid sera passée et qu'on sera revenu à des pratiques de transplantation qui sont en accord avec la tendance lourde qu'on observe depuis 2010 environ, quelle sera la stratégie du réseau français de sang placentaire en matière de mise en banque de nouvelles unités? Et je veux parler des politiques de recrutement, des critères de qualité, de la diversité, on vient d'en dire un mot, et de la gestion des inventaires de sang placentaire existants. Est-ce que, Catherine, tu aurais des orientations que tu voudrais partager à propos de cela? Alors, comment je pourrais dire que c'est la question de l'année, de la décennie, voire plus? C'est effectivement la question qu'on se pose. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut s'appuyer sur notre réseau de maternité pour effectivement la diversité. Ça, on le sait parce qu'on le constate. On continue à étudier les nouveaux phénotypes HLA qui arrivent avec les nouvelles unités qui sont mises en banque. Donc ça, de ce côté-là, on est plutôt assez rassuré de ce côté-là. Après, sur la richesse cellulaire, pareil. Depuis 2015, on a décidé de ne banquer que des unités extrêmement riches, supérieures à 160 cellules nucléées totales, parce que dans le stock, il y a déjà finalement seulement un tiers d'unités très riches et 2 tiers d'unités qui le sont moins. Donc du coup, si on pouvait arriver à égalité au moins entre les deux, voire un peu plus, pourquoi pas. Donc sur la diversité, sur la richesse cellulaire, je pense que on va dire ce qui est déjà en cours est plutôt à poursuivre. Après, effectivement, pour le développement et la quantité d'unités de sang placentaire à conserver chaque année, ça c'est en cours d'étude justement. On a besoin, on est en train de faire en ce moment avec notamment les pédiatres, parce que ça représente une grande partie des greffes de sang placentaire à l'heure actuelle, on est en train avec les pédiatres de démarrer ce travail d'étude de qu'est-ce qu'on veut comme unité de sang placentaire dans le stock, et qu'est-ce qu'on veut que nos banques puissent conserver, à la fois pour la thérapeutique clinique, et puis ce qui est très très intéressant, des greffons qui pourraient être expandus, ou alors des greffons dont les sous-populations cellulaires pourraient être utiles. Et ça, je pense que ça passerait aussi par un autre genre d'information au niveau des donneuses, par exemple. Quand on dit à une maman donneuse, vous allez donner le sang placentaire pour greffe, pour une leucémie, un lymphome, etc., on ne lui dit pas, mais vous pourriez aussi donner pour la recherche, ou vous pourriez aussi donner pour développer des immunothérapies. Et donc, on se coupe la possibilité de développer les banques dans le sens banque totale, c'est-à-dire toutes les cellules seraient bonnes à prendre, chose qui a été faite un peu en Espagne, je crois. Et donc, je pense qu'il faudrait aussi développer ça sur l'information dans les maternités à destination des donneuses, de façon à ce que les unités collectées puissent vraiment être envisagées pour tout type d'utilisation. Je reviens à mon hamburger ou à mon millefeuille de l'immunothérapie. Oui, tout à fait. En fait, on
suite à des contacts étroits avec des partenaires de type de la société dans laquelle travaille Maud, on a réfléchi chez nous à très petite échelle, évidemment, une toute petite banque, à étendre le champ d'application des consentements en mentionnant justement et en demandant aux maires qui acceptent de donner le sang de cordon de donner un consentement spécifique pour l'acceptation de l'utilisation éventuelle de leur sang de cordon donné dans des applications innovantes, que ce soit l'expansion de cellules souches ou d'autres types de thérapies innovantes. Et ça, nous l'avons mis en place depuis bientôt 2 ans. Je pense que c'est vraiment très, très important et ça passe par là, c'est-à-dire que les donneurs sont tous de généreux donneurs, que ce soit de la moelle ou du sang placentaire, mais il faut les informer. Lorsque d'autres thérapeutiques sont envisagées, il faut les informer de façon à ce qu'effectivement, on ne se ferme pas la porte pour des innovations. Et je pense qu'il est beaucoup question dans la littérature internationale, je dévoile rien de secret, il est beaucoup question de la viabilité du modèle économique des banques de sang placentaire, puisque effectivement le nombre d'unités qui sont utilisées pour des greffes diminue. Enfin, encore une fois, je ne vais pas revenir sur les chiffres qu'on a pu montrer au début. Eh bien, ce modèle, il faut qu'il évolue de façon à ce que toutes les cellules, dans toutes les indications possibles, évidemment en restant dans le cadre soit de la recherche clinique, soit en étant tout à fait transparent dans le cadre des utilisations. Il faut que ce modèle évolue vers ça, je pense, et ne soit pas juste dédié à la greffe de CSH comme ça l'était au début. Merci, c'est très intéressant. Une ou deux questions pour terminer. En fait, il y a quelqu'un qui demande, c'est alentour de la reprise des plaquettes. Donc, c'est pour Maud, pour savoir si on observe le même phénomène que pour la prise des neutrophiles, si pour les plaquettes, ça va plus rapidement avec le sang de cordon multiplié par UM171. Donc, au niveau de la reprise plaquettaire, ce qu'on va voir avec nos greffons amplifiés, c'est très similaire à ce qu'on voit avec un sang de cordon normal. Donc, on va avoir une prise plaquettaire autour de, je crois, je me souviens plus du chiffre au bout de mes doigts comme ça, mais c'est autour de 30-40 jours. Donc, c'est plus tard que ce qu'on voit avec un sang mobilisé ou une moelle osseuse. Mais c'est exactement similaire. Il n'y a pas de différence significative avec ce qu'on voit avec les sangs de cordon non manipulés. Merci. Puis, dernière question, en fait, ça s'adresse un peu à vous deux. On va commencer par le docteur Fauché. Il y a une portion de votre inventaire qui est moins riche en cellules. Avec les projets qu'on voit justement, les technologies qui s'annoncent comme par exemple celle d'Exceltera pour expansionner, qu'est-ce qu'on fait avec les plus petites unités de sang de cordon? Est-ce qu'on on les garde ou on s'en débarrasse? On les garde, c'est bon? Jamais vous me ferez dire on se débarrasse d'une unité de sang placentaire. Ça, c'est un concept qui m'est totalement étranger. On ne peut pas s'en débarrasser, c'est trop précieux. Ouais. Parfait. Puis, oui, vas-y, Maud. Je pense que en fait, le point qui est très, très, très important à souligner par rapport aux banques de sang de cordon, c'est que le sang de cordon permet de fournir un donneur, en fait, permet l'accès à la greffe de cellules souches pour des patients qui n'auraient pas de donneur autrement, ni familial, ni dans les donneurs de registre. Une des raisons pour lesquelles le sang de cordon est très avantageux, c'est justement grâce à cette propriété-là qu'il a d'être plus tolérant aux incompatibilités HLA, qui fait en sorte que même si le match HLA n'est pas 100% identique, on peut quand même effectuer une greffe sans trop de complications pour ces patients-là. Et donc, pour les minorités, pour des gens qui auraient un HLA rare, très, très, très peu fréquent, le sang de cordon représente en fait la vie ou la mort. Donc, c'est effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Dr. Fauché là-dessus. Et c'est là que etc. devient intéressant aussi parce que même des petits cordons, on peut les utiliser, on les amplifie et ça devient une greffe qui est sécuritaire, efficace et qui va amener à un traitement curatif. Donc, non, on les garde puis on essaye d'aller justement
je pense, faire une analyse à HLA approfondie pour s'assurer qu'on vient, on peut donner une greffe à tout le monde. C'est ça, la richesse des unités de sang placentaire qu'on a dans le stock mondial, c'est à la fois la richesse cellulaire, bien sûr, mais il ne faut pas oublier le HLA. Et je crois que ce qui est très, très important pour l'avenir, on parlait de l'avenir tout à l'heure, c'est bien évidemment à l'époque du NGS, il faut que nos unités de sang placentaire soient parfaitement typées en HLA, parce que là, elles intéresseront tous les protocoles, la recherche clinique, les sous-unités, les sous-populations cellulaires, l'expansion cellulaire, la greffe classique, on va dire, hein, vraiment celle qu'on pratique déjà maintenant, parce que le HLA, c'est la clé aussi. Oui, exactement. Bon, bien, sur ces bons mots, je vous remercie encore. Merci pour vos présentations, vraiment excellentes. Merci pour la discussion. Et puis, ben, je remercie pour le passage aussi... de diapo professionnel, Diane. Hein. Ah oui, merci beaucoup. J'ai relevé le défi et j'en suis fière. Et puis, je voudrais juste vous transmettre une information finale pour vous dire que, bon, nous, on est en avance par rapport à la Journée mondiale du sang de cordon. Si par contre, vous voulez enrichir vos connaissances, en apprendre plus, demain, il y a toute une journée qui est organisée, puis il y a beaucoup de joueurs clés dans le domaine du sang de cordon. Donc, je vous encourage à aller visiter le site officiel que vous voyez au bas de la page aussi. Et on a aussi des salutations de Save the Cord Foundation, tiens, ici, lors de ce webinaire. Un gros merci de leur part. Donc, je vous remercie encore à tous. Je voudrais vous dire que le webinaire sera disponible, enregistré sur le site de FACT. Donc, n'hésitez pas, tout le matériel sera là. Donc, le webinaire est ajourné. Merci encore. Merci Diane, merci Étienne, merci Maud, à bientôt. Au revoir à tous et à toutes. À bientôt. Bonne fin de journée. Beaucoup. Bye. Au revoir.